Dans le secteur de l'immobilier, il y a des documents qui semblent anodins, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un de ces documents clés, le fameux bon de visite. Imaginez la scène. Ça y est, après des semaines, voire des mois de recherche, on a enfin trouvé le bien qui coche toutes les cases. L'enthousiasme est total. Mais juste avant d'entrer, l'agent immobilier sort un papier et un stylo. On a tendance à penser que c'est une simple formalité, juste pour prouver qu'on a bien visité. Mais en réalité, ce petit bout de papier est bien plus qu'une feuille de présence. C'est un engagement, et il est crucial de comprendre ce qu'il implique. Allez, on regarde ça de plus près. Oublions l'idée que c'est juste pour dire « j'étais là ». On va voir ensemble que c'est un véritable contrat avec des règles bien précises. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier les parties. Qui signe et surtout, qui s'engage à quoi en signant. C'est la base pour comprendre la relation qui se noue. Voilà le point essentiel, vraiment. Le bon de visite n'est pas une simple attestation, non. C'est un contrat en bonne et due forme, avec une valeur juridique. Le signer, ce n'est pas juste confirmer sa présence, c'est accepter des conditions qui peuvent être très engageantes. Généralement, l'article 1 du document pose les bases. On y trouve deux termes importants. D'un côté, il y a le mandant. En clair, c'est le client, la personne qui cherche à acheter ou à louer. Et de l'autre, le mandataire, c'est-à-dire l'agent ou l'agence immobilière. C'est ce duo qui est au cœur du contrat. Bon, et maintenant, la partie qui intéresse souvent le plus, l'argent. Ce document sert aussi et surtout à sécuriser la rémunération de l'agence si une affaire se conclut grâce à son travail. Si on est dans le cas d'une location, c'est souvent très simple. L'article 3 précise que la commission de l'agent correspond à 1 mois de loyer, hors taxe, c'est clair et laid. Pour un achat, là, on change d'échelle. La commission est calculée en pourcentage du prix de vente, ici 2,5% hors taxe. Évidemment, sur le prix d'une maison ou d'un appartement, ça peut vite représenter une très grosse somme. Et attention, il y a un petit détail, parfois un peu caché à la fin de cet article 3. Il est souvent précisé que les frais de déplacement de l'agent sont aussi à la charge du client. Et ils sont même payables d'avance. C'est un coût supplémentaire à ne pas oublier. On arrive maintenant au cœur du réacteur, ce qui est sans doute la partie la plus importante du contrat, l'article 4, celui qui liste les obligations du client. Et vous allez voir, ce n'est pas rien. En gros, l'article 4 se résume à 3 interdictions majeures. La première, on s'engage à la confidentialité. On ne doit divulguer aucune info sur le bien visité. La deuxième, interdiction formelle de contacter le propriétaire en direct. Et la troisième, la plus critique, on s'interdit de négocier directement avec le propriétaire pour essayer de shunter l'agence et sa commission. Une question se pose alors. Combien de temps est-on lié par ces engagements? On pourrait penser que ça ne dure que le temps de la recherche, mais la réalité est souvent bien plus surprenante. Alors là, il faut faire très attention à un terme un peu juridique, la tacite reconduction, qu'on trouve souvent à l'article 6. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si on ne met pas fin au contrat en bonne et due forme, par lettre recommandée et avec un préavis, eh bien, il se renouvelle automatiquement pour la même durée. Ça peut durer longtemps si on n'est pas vigilant. Mais le plus fou, ce n'est même pas ça, c'est ce qui se passe après la fin du contrat. L'article 4 précise bien que même une fois le mandat terminé, l'interdiction de traiter indirect avec le propriétaire reste valable. Et pas pour 1 mois ou 2, non, pour une période de 12 mois. C'est une clause qui protège énormément le travail de l'agent. Forcément, qui dit contrat et obligation dit aussi pénalité. Que se passe-t-il si on ne respecte pas ces règles? Le document est très clair là-dessus et les conséquences peuvent être très lourdes. L'article 7, en général, ne laisse aucune place au doute. Si le mandant, donc le client, ne respecte pas ses engagements, notamment en essayant de contourner l'agent, la sanction est financière et elle est directe. Pour le dire très simplement, si un client achète en direct un bien qui lui a été présenté par une agence, il devra quand même verser à cette agence l'intégralité de la commission qui était prévue. C'est une clause pénale conçue pour être extrêmement dissuasive. Ce qui nous amène à la grande question finalement. Ce bon de visite est-il là pour protéger le travail de l'agent ou les intérêts du client? C'est une réflexion essentielle à avoir avant de prendre son stylo et de signer.